Donc je suis Benoît Hérat, je suis médecin nucléaire depuis 9 ans. Alors j'ai été étudiant en médecine externe à Bordeaux de 2002 à 2008. Puis de 2008 à 2012, j'ai été interne à Tours. De 2012 à 2015, chef de clinique à Tours. Et de 2015 à aujourd'hui, PH. Donc c'est une maquette qui dure 4 ans avec une phase socle la première année, donc avec un stage obligatoire dans la spécialité donc en médecine nucléaire au CHU, un stage hors médecine nucléaire, donc en radiologie, en cardiologie, en oncologie, en neurologie ou en endocrinologie, où on veut. Sur cette première année, il y a aussi une petite partie des cours théoriques qui se fait sur Paris, qui est nationale, donc, où il y a des rappels de mathématiques et de physique. Ensuite, la phase deuxième phase, dont je me souviens jamais du nom, qui dure 2 ans, avec nécessité de faire 2 stages en médecine nucléaire qui peuvent être faits soit au CHU, soit en périphérie. 2 stages hors médecine nucléaire sur les mêmes stages que sur la phase socle. Partie théorique, donc avec la deuxième année, un bloc de 3-4 semaines de cours qui valide 3 UV théoriques qui sont validés par un examen quelques semaines après. Tout ça, ça se passe à Saclay, en banlieue parisienne. Et la troisième année, une autre partie de la formation théorique qui se passe de la même façon à Saclay, sur à peu près le même volume, et qui là aussi est examinée quelques semaines après. À la fin du second socle, il y a la thèse de médecine qui permet de devenir docteur junior. Et la dernière année, il y a 1 an de stage dans la spécialité qu'on a choisie, donc médecine nucléaire ici en l'occurrence. À la fin, il y a la validation de la spécialité par le mémoire de DES. Voilà, et donc à la fin, au bout des 4 ans, on est docteur en médecine et spécialisé en médecine nucléaire. C'est principalement une spécialité d'imagerie médicale, avec des techniques d'imagerie qui sont un peu différentes de celles que vous connaissez peut-être davantage avec la radiologie. Mais 90% du volume de patients dont on s'occupe, c'est pour faire des examens d'imagerie. Donc nous, les examens s'appellent scintigraphie et tomographie par émission de positons, peu importe. Il y a aussi, et ça prend une place grandissante, une partie de thérapeutique en médecine nucléaire. Peut-être que vous connaissez déjà les traitements qui sont possibles pour certaines pathologies de la thyroïde, mais il y a un développement de beaucoup d'autres traitements dans cette spécialité et ça va aller croissant, ça. Donc peut-être que cette proportion 90-10 va changer et peut-être aussi que pour vous, plus tard, il y aura aussi moyen de se former plus sur la partie traitement et faire de votre carrière plus de la médecine nucléaire, entre guillemets thérapeutique, ou plus de la médecine nucléaire, entre guillemets imagerie. Je ne sais pas. Il faut avoir envie. Je sais pas si, je pense que tout le monde peut y arriver. Simplement, il faut avoir envie, c'est comme pour tout, quoi. Et donc peut-être pas les maths Ouais, après, on a tous fait médecine, c'est-à-dire qu'on est moins poète que mathématicien, quand même, globalement tous un peu, de formation. Après, effectivement, c'est peut-être un peu plus poussé sur le côté physique-maths que si on était psychiatre, j'en conviens. Mais on a des niveaux au départ qui nous permettent tous de réussir ce truc-là. Bah, je vous ai dit, pour des problèmes de goût personnel, mais aussi de... Alors moi, je viens de promo dont les maquettes étaient complètement différentes de ce que vous connaissez aujourd'hui, probablement même que ça va changer d'ici 2-3 ans. Moi, c'était pas ça, il n'y avait pas de phase avec des socles, et on n'était pas attribué à une spécialité d'emblée. On choisissait un pool qui s'appelait spécialité médicale et une ville. Donc moi, j'ai fait ça. Et au départ, j'ai fait ça pour faire de l'oncologie hématologique. Je suis venu à Tours pour faire ça, de l'onco-hémato. Il s'est trouvé que dans ma maquette, au départ, j'ai pas pu avoir rapidement ce stage. Par contre, j'ai pu avoir rapidement de la radiologie, que je n'avais jamais essayé en tant qu'externe. J'avais aucune a priori par rapport à ce truc-là. Je me suis dit, essayons. Et ça, j'ai bien aimé. Du coup, je suis resté là-dedans. J'ai pas du tout fait d'onco-hémato. Bah, il y en a plein. Enfin, c'est assez intéressant, globalement, quand même. C'est un métier de détective sur pas mal de trucs. Enfin, ça, c'est
c'est le propre des spécialités de diagnostic, où il faut trouver des petites solutions à des problèmes. Donc ça, c'est assez intéressant. Par le biais là d'imagerie, mais c'est comme quand vous êtes, je ne sais pas moi, interniste et que vous avez des symptômes, il faut trouver la maladie qui explique ces symptômes. Là, on a des choses un peu différentes, on a des images anormales. Il faut essayer de mettre le tout ensemble pour expliquer la situation, la pathologie du patient, si possible. Après, il y a aussi un côté, effectivement, peut-être un petit peu geek de certaines personnalités sur comment on fait pour obtenir ces images, les connaissances qu'on a qui sont effectivement un peu particulières, et ça c'est des affinités, et pour moi je trouve ça assez intéressant, ce côté-là. Après, il y a des avantages indéniables sur la qualité de vie, puisque je pense que, in fine, il y a un peu ça qui est sous-tendu par votre question. C'est pas le même rythme de vie que quand on est chirurgien viscéral, par exemple, ou neurochirurgien, évidemment. L'internat aussi est plutôt plus léger. Donc ça fait partie des éléments qui font choisir l'intérêt qu'on porte au métier, mais aussi ce que ça permet de faire à côté. Eh ben, cette question n'est pas forcément très adaptée par rapport à ce métier-là. Si on fait de la médecine nucléaire imagerie, on ne suit pas de patients, on n'a pas de patients à nous. C'est-à-dire qu'on fait des examens à la demande de collègues qui suivent des patients, qui nous posent une question. Par exemple, une dame qui a un cancer du sein, est-ce que son cancer du sein il est métastatique? On fait un examen, on répond à la question, oui, non. Mais ce n'est pas notre patient. On intervient ponctuellement pour cette dame, et après, c'est de nouveau son ou sa gynécologue ou son oncologue qui reprend la main sur cette personne. Donc pour ce versant-là, je ne peux pas répondre à ta question. Pour le côté traitement, c'est très variable. Là aussi, ça dépend du traitement qu'on fait. Quand on fait de la thérapeutique aux gens, on devient pour leur pathologie leur médecin référent, pour le coup. Et donc, en fonction de la pathologie, on est amené à les suivre sur un rythme variable en fonction de la sévérité du problème. Aujourd'hui, en médecine, il y a beaucoup de décisions qui se prennent par l'intermédiaire de réunions de concertation pluridisciplinaires. Que ça peut être en oncologie, mais pas que. Ça existe même maintenant en chirurgie, en infectiologie, dans plein de trucs, il y a des RCP. Et forcément, on est amené à échanger avec les collègues à ce moment-là. Alors une RCP, ça peut être physique, mais ça peut être aussi de façon plus light, pas une réelle RCP, mais des échanges téléphoniques pour discuter entre nous. Donc bien sûr que c'est possible d'avoir des relations avec les collègues. Après ça aussi, ça dépend de chacun, du degré d'implication, de la motivation. Bon, on travaille mieux quand on discute avec les gens globalement quand même. Mais c'est vrai pour toutes les spécialités, pas que pour celle-ci. Énormément. Là pour le coup, c'est une spé, en tout cas pour la partie, enfin, pas mal pour la partie imagerie surtout, c'est forcément très technologique. Le développement de technologies qui permettent l'amélioration de machines, qui permettront d'avoir des images plus belles, plus vite, moins irradiantes pour les patients, c'est une quête sans fin. Mais donc il y a des innovations technologiques toutes les années, tous les mois. Ça dépend du degré de manière dont vous bossez dont tu parles. Il n'y a pas des choses qui ont complètement révolutionné, qui ont fait que le métier est différent. Moi, je fais ça, si on compte l'internat maintenant depuis 12-13 ans, mais que depuis cette période-là, c'est pas non plus une très longue période, il n'y a pas de choses qui ont complètement changé les principes et la façon, les principes sur lesquels repose ce métier. Après, il y a beaucoup de choses qui ont fait que, ce que je vous ai dit, on va plus vite, mieux, moins irradiant pour les patients, plus confortable, indéniablement. Alors ça, pour le coup, en 12-13 ans, très largement, il y a eu plusieurs tournées technologiques qui ont vraiment amélioré les choses pour nous et pour les gens. Mais ça ne change pas la façon de faire. C'est-à-dire que la médecine nucléaire, c'est toujours administrer aux patients ce qu'on appelle un radiopharmaceutique, soit pour faire des images, soit pour faire du traitement. Ça, c'est toujours vrai. C'est la définition de ce travail. Celle d'un médecin, enfin, la responsabilité, c'est d'essayer d'avoir raison pour que le patient, qu'on puisse proposer une prise en charge la plus juste, la plus adaptée pour le patient, pour qu'il aille mieux. C'est ça notre responsabilité, c'est une responsabilité morale. Voilà. Il y a des difficultés forcément à travailler en équipe, moi je trouve. Comme on a dit tout à l'heure, à l'échelle d'un hôpital, mais encore, c'est aussi valable à une plus petite échelle, l'échelle d'une équipe de 15, 20, 30 personnes. C'est difficile de vouloir faire tous la même chose, de réussir à attendre la même chose de la même façon, dans les mêmes délais, tout le monde ne veut pas la même chose en même temps, de la même façon. Donc il y a beaucoup de consensus, beaucoup de compromis.
Ça peut être long parfois, mais ça c'est pareil, c'est pas que lié à la médecine nucléaire, ça c'est lié à une équipe. Et puis une autre chose qui n'est pas liée à la médecine nucléaire, qui est plus liée à l'évolution de la société et donc aux gens qu'on rencontre. Moi je trouve, mais pour le coup ça je m'en suis aperçu en 12-13 ans, je trouve qu'il y a un rapport médecin-malade qui change. Et je sais pas si je l'aime cette modification, globalement, pas que pour la médecine nucléaire. Il y a les surspécialités, il y a plusieurs DIU, DU complémentaires. On peut même glisser sur des DU ou DU d'autres spécialités, notamment la radiologie ou l'oncologie. On peut piquer certains DU, s'inscrire à d'autres DU, d'autres spé pour avoir des formations complémentaires. Si par exemple, ce qu'on disait, si on est plus orienté médecine nucléaire thérapeutique, on peut aller faire un DU d'onco, je sais pas moi, du sein. Ça peut être que bénéfique. Ou si on est plus imagerie, on peut aller faire un DU d'imagerie thoracique chez les radiologues, et voilà. Donc ouais, il y a des choses qui sont possibles. Après, aujourd'hui, en 2021, les choses se rigidifient globalement. C'est-à-dire que c'est pas comme en 1980, on peut pas, une fois qu'on est médecin nucléaire, on ne peut pas glisser vers une autre spécialité. Ça c'est vrai pour les autres spécialités d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on est endocrinologue, devenir médecin nucléaire simplement parce qu'on est allé 6 mois faire un petit stage en médecine nucléaire. C'est vachement contraignant, il faut refaire toute une partie de la maquette, on repart pas de zéro, mais quasiment quoi. Donc il n'y a pas cette transversalité qui pouvait exister il y a 30 ou 40 ans, ça n'existe plus ça. Donc c'est des compléments de formation dans le même axe, quoi. Après tu disais quoi, les possibilités d'évolution de carrière? Ben là aussi ça dépend de choix. La médecine nucléaire, comme d'autres aussi, est exerçable en public à l'hôpital, mais aussi en privé, dans des grosses cliniques. Effectivement, il y a des grosses machines, il y a des investissements au départ qui sont élevés, mais ça n'empêche pas certaines grosses cliniques de pouvoir accéder à cette spécialité. C'est le cas à Tours, avec le pôle Vinci et l'Alliance, qui sont maintenant un truc commun pour la médecine nucléaire. Ils ont des machines, et voilà. Donc les évolutions sont variables déjà sur ces deux grosses directions-là. C'est-à-dire que quand on est praticien en privé, on n'évolue pas. Notre statut, il est celui d'un entrepreneur médecin. Voilà, toute notre vie. On ne devient pas autre chose. Enfin, après, on peut devenir plus gestionnaire d'une entreprise que médecin, ça c'est possible, mais je ne connais pas très bien cette branche-là. Sur le côté public, ça vous devez déjà un petit peu connaître. Il y a là aussi deux branches, mais qui sont là aussi pas que valables pour la médecine nucléaire. C'est-à-dire qu'on peut se diriger plus vers une voie purement hospitalière, et donc in fine devenir PH. Une fois qu'on est PH, il n'y a pas d'évolution hospitalière différente. On ne peut pas aller au plus haut, enfin plus haut. Et voilà, c'est le PH quoi, jusqu'à la retraite. Et puis après, il y a la voie plus universitaire, avec le clinica, le maître de conférence, PUPH, c'est ça. Mais là aussi, qui demande énormément d'investissement, d'autres diplômes à passer, tout un tas de choses à faire, que je n'ai pas faites. Oui, je conseille de suivre des formations complémentaires, celles qui vont vous être utiles pour ce que vous préférez faire. Et dans le cadre de la médecine nucléaire? Ben, si vous faites de la médecine nucléaire, ce que je disais tout à l'heure, plus orientation onco et que c'est le cancer du sein qui vous intéresse, allez faire un DU d'oncologie mammaire. C'est plus intéressant qu'il d'aller faire un DU d'imagerie du doigt de pied. Eh ben, ça dépend. Sur la tomographie par émission de positons, il y a un radiopharmaceutique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le fluorodéoxyglucose, qui est très utilisé dans l'oncologie. Donc forcément, ce qu'on rencontre le plus, c'est du cancer. Il y a 90% des patients qui passent cet examen qui ont eu un cancer et qui le font pour ça. Par contre, par exemple, si vous faites de la scintigraphie, vous pouvez faire des scintigraphies myocardiques pour de la recherche de coronaropathie. Vous pouvez faire de la scintigraphie osseuse pour des choses tout à fait différentes de l'oncologie, de la rhumato, de l'ortho. Donc en fait, c'est assez transversal, il y a plein de choses possibles. Il y a aussi plein de maladies endocriniennes qui peuvent être explorées en médecine nucléaire, il y a de la neurologie. Voilà, c'est un des trucs intéressants aussi. C'est qu'au départ, quand même, ça garde un éventail de pathologies assez large. Et puis après, en fonction de ce qui nous intéresse, on peut cibler plus un secteur, genre oncologie, neurologie, cardiologie. Aujourd'hui, une activité d'un service de médecine nucléaire assez standard, d'ailleurs que ce soit à l'hôpital ou dans une grosse structure privée, c'est probablement 50% sur une journée de TEP, FDG.
peut-être pas 50, je suis peut-être un peu optimiste, mais 40-50%, un tiers de scintigraphie myocardique, donc pour de la coronariopathie, et le reste, qui laisse un pourcentage pas énorme, donc 20-25% peut-être, pour d'autres trucs. Donc les autres trucs, alors parmi les autres trucs, il y a quand même quelques champions de deuxième division, que sont la scintiose, la scintigraphie thyroïdienne, la scintigraphie pulmonaire avec la ventilation, la perfusion. Et puis après, il y a des dizaines d'autres examens qui existent, qui sont beaucoup plus rares, qu'on fait une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Voilà. Aujourd'hui, il y a 50% de public, 50% de privé en médecine nucléaire en France. Alors, pour l'instant, on n'est pas très nombreux médecins nucléaires en France. Ça augmente d'année en année, mais on reste une spécialité avec un effectif national assez faible et donc un parc de machines pour l'instant pas non plus très élevé. Mais en gros, la répartition aujourd'hui en France, c'est 50% qui travaillent à l'hôpital, alors que ce soit un gros CHU ou un hôpital de département, ou en clinique. Alors en clinique, il faut que ça soit un peu gros comme clinique. En gros, ça implique que vous travaillez dans des préfectures ou des sous-préfectures au minimum, quoi. Vous ne pouvez pas aller vous installer en campagne tout seul dans un petit studio de 20 mètres carrés pour mettre une grosse table dedans. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup trop de contraintes logistiques en plus du coût des choses. On fait les mêmes examens. Les indications et les recommandations sont nationales, voire européennes, voire mondiales pour les pathologies. Donc on ne fait pas chacun à sa petite sauce nos trucs. Il y a des règles. Donc pour les choses importantes pour vous, c'est pas très différent d'un endroit à l'autre. Après, les choses qui peuvent être différentes, c'est comment tu t'entends avec ton voisin, comment est sympa le chef de service, comment vous arrivez à obtenir du bon matériel pour soigner vos patients. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous galérez pendant 3 ans pour obtenir ce que vous voulez? Bon, ça vous concerne un peu moins pour l'instant, mais c'est ça qui font en fait le bien-être et le bon fonctionnement d'un service, mais pas que pour la médecine nucléaire. Elle est plutôt bien. Pour être concret, en gros, en médecine nucléaire, encore aujourd'hui, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas à Tours, alors ça doit exister dans certains CHU d'astreinte. Donc ça veut dire en gros qu'on a une amplitude, on travaille du lundi au vendredi, en gros de 8h30 à 18h30. En dehors de ça, bah on est libre. Il y a un grand mythe de celui qui en fait le plus, c'est bien quoi. Et puis il y a des mensonges aussi. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités effectivement où les gens travaillent beaucoup en paquet, genre les urgentistes, ils s'envoient 3 jours en continu, ils n'arrêtent pas, mais après ils ont 5 jours de pause en fait. Alors effectivement, il y a des moments où ils prennent des énormes quantités, c'est affreux, c'est probablement insupportable, je suis tout à fait d'accord. Mais dans l'absolu, c'est pas forcément eux qui travaillent le plus en fait. Alors effectivement, le côté salarié, entre guillemets, horaire de bureau, 8h30, 18h30, ça paraît sympa, mais c'est pas non plus un volume horaire ridicule en fait, si vous comparez à la moyenne nationale de ce qui se fait dans plein d'autres métiers. Et puis ça a d'autres inconvénients. Il y a un côté aussi un peu répétitif que peut-être on perd un peu, qu'on a moins dans des spécialités où il y a des gares, où on peut être appelé pour intervenir un peu plus ponctuellement, et puis derrière on a son repos de garde, ce qui fait qu'on a la journée entière où on peut aller faire un truc autre. Donc bon, voilà, ça aussi, chacun voit ça comme il le sent. Hein. Je disais, oui, pour l'instant à Tours, il n'y a pas d'astreinte. Il y a quelques... dans les structures privées, par exemple, peut-être quelques CH, où pour essayer de tamponner un éventuel retard qui serait accumulé sur la semaine, certains centres peuvent ouvrir le samedi. Les journées ne sont pas absolument les mêmes, quand même. Donc une journée type, c'est pas facile. Le truc, c'est que par exemple, nous, à Tours, là, on est sur les 2 sites, Bretonneau et Trousseau, on est le même service, mais on est sur les 2 sites. Il n'y a pas les mêmes machines sur les 2 sites, il n'y a pas la même population de patients sur les 2 sites, avec des indications, des services de drainage qui sont différents. Par exemple, à Trousseau, on fait plus de la cardio, de l'ortho, de la rhumato. Ici, forcément, on fait plus d'oncologie, avec Kaplan qui est juste à côté. Donc la journée type n'est pas la même, par exemple, si on est à Trousseau un jour ou à Bretonneau un jour, sachant qu'on tourne sur les 2 sites, nous, puisqu'on est le même service en fait. Et puis même sur un même site, on peut être de scintigraphie, de consultation, de traitement versus être de TEP. Donc ces 2 journées ne sont absolument pas les mêmes. Si on est de TEP, la journée type, c'est de regarder 15 à 20 TEP sur la journée de patients. La suite. Les faire rentrer, les accueillir, leur expliquer pourquoi on fait les choses, essayer nous de recueillir les informations qui pourraient nous manquer auprès d'eux, leur expliquer le déroulement de l'examen, donc le faire, le regarder, l'interpréter,
faire un compte-rendu pour que le compte-rendu puisse être envoyé à la personne, au prescripteur qui a demandé l'examen. Donc ça, X fois sur la journée. Si on est de Saint-Y, c'est un peu le même principe, mais avec de la Saint-Y. Si on est de consulte ou de traitement, et ben là c'est un peu différent, on ne fait pas des images, on reçoit des patients, on a un bureau de consultation, on discute avec eux, on voit où ils en sont de leur pathologie, s'il y a d'autres choses à organiser. Voilà. Alors là oui pour le coup, il y en a. Par exemple, une de vos collègues, parce qu'on a des troisième années régulièrement en stage, la semaine dernière m'a dit, je lui demandais, à votre avis, c'est quoi la différence entre la radiologie et la médecine nucléaire? Elle m'a répondu, la médecine nucléaire, c'est dangereux. C'est chaud. Ça fait mal quand même. C'est-à-dire que considérer qu'on peut être médecin et dangereux, ça fait pas mal de peine quand même. C'est une des évolutions dont je vous parlais tout à l'heure, les gens sont plus méfiants, enfin j'ai l'impression. Donc ouais, il y a ça comme cliché, que c'est plus dangereux. Bon, c'est absolument faux. Mais c'est un petit peu vrai encore aussi dans la tête de certains de nos collègues, pas juste des étudiants. Et effectivement dans la tête de certains des patients aussi. Après, on est comme tout le monde, le principe de primum non nocere, c'est la même pour nous. Hein. Donc on n'est pas là pour nuire aux gens, on est là pour les aider. Donc quand on s'entend dire que c'est un peu triste. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire cette spécialité, venez nous voir pour voir aussi un peu sur place, parce que ça c'est très... venez voir, on serait ravis de vous accueillir quelques jours pour vous montrer en pratique. Faites ce que vous voulez. Et finalement pour cette spécialité-là, je ne sais pas si c'est... À mon sens, le choix de votre endroit de formation, du fait de l'homogénéité de la formation théorique, n'est pas très important. Après, le choix de là où vous voulez aller va dépendre de ce que vous pouvez faire avec le classement et de vos affinités à vous. Mais voilà, si ça vous intéresse, venez voir chez nous, aucun problème, vous êtes les bienvenus.